Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission qui a été spécialement conçue pour vous. Comme nous avons commencé hier, aujourd'hui, nous avons un deuxième volet pour parler sur un deuxième sujet que nous allons développer tout à l'heure. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire une petite parenthèse au sujet de la situation de nos jeunes étudiants ultramarins. Comme vous le savez, il leur a été demandé de rester dans leur résidence universitaire, ce qu'ils ont fait. Ils avaient eu en contrepartie du gouvernement pour ne pas revenir ici et ne pas encombrer les hôpitaux et surtout ne pas propager le virus, une indication qui disait qu'ils allaient être allégés au niveau de leur loyer du mois d'avril. Ce n'a pas été le cas et donc ce mois-ci, ils sont en très grande difficulté pour s'alimenter et ils ne peuvent pas se nourrir. Nous avons, à l'heure où l'on parle, des étudiants qui n'ont pas mangé hier ou avant-hier. Donc je tenais à lancer un appel à tous les gens de l'outre-mer, à tous les ultramarins. Faites passer le message à vos familles et si vous avez un enfant ou si vous êtes antillais, si vous êtes ultramarin, n'hésitez pas à vous rapprocher. Alors il y a une plateforme qui a été mise en place, comme vous le savez, par le gouvernement qui s'appelle Outre-mer Solidaire. Donc inscrivez-vous sur cette plateforme, nous en reparlerons la semaine prochaine et comme ça nous allons suivre de près cette situation et nous allons aider au mieux nos jeunes. Donc si vous pouvez leur déposer du riz, du cassoulet ou n'importe quoi, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette plateforme et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup en tout cas. Alors, comme vous le savez, nous profitons aussi de cette période pour réfléchir à l'avenir professionnel dans notre département et pour mettre en place un maximum d'informations afin de vous préparer à passer ce cap de Covid-19 qui est assez paralysant. Et aujourd'hui, hier, nous avons parlé du Conseil en évolution professionnelle, donc le fameux CEP. Et aujourd'hui, nous revenons avec le bilan de compétences. Et oui, on va faire un point sur tout ce qui est bilan de compétences, très important pour l'avenir du département et pour l'avenir des entrepreneurs et des différents acteurs de notre société. Alors avec nous, pour nous en parler, nous avons Monsieur Laurent Jacobi Coali, donc directeur de CEBC, depuis hier ça n'a pas changé. Et hier, vous nous avez expliqué tout ce qui concernait le CEP. Aujourd'hui, vous allez nous parler du bilan de compétences. Alors, pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui pour nous parler de ce fameux BC? Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de la Guadeloupe et de Canal 10. Bonjour Sabine. Bonjour mes deux précieuses collaboratrices aussi qui sont avec moi, Patricia Duravel et Lucette Elside. Nous sommes là, oui, on est revenu parce que c'est la période qui le veut. Pour ce qui nous concerne dans nos métiers que nous faisons tous les jours, on accompagne tout ce qui est salarié, etc. Et le métier vraiment de base que nous faisons au CIBC, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Sécurisation, aujourd'hui, je crois qu'il y en a véritablement besoin. Nous savons que beaucoup de questions vont se poser à tous les salariés et les aussi entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Donc nous venons aujourd'hui pour faire des propositions, redire ce que nous faisons et bon, se mettre à la disposition de l'ensemble de la population. D'accord, merci en tout cas. Alors avec vous pour en parler, vous le disiez tout à l'heure, nous avions Madame Patricia Duravel. Donc Madame Duravel, vous êtes consultante RH et conseillère bilan de compétences. Tout à fait Sabine, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Bonjour. Et plus particulièrement à ceux de Canal 10. D'accord, merci de votre présence. Et nous avons Madame Lucette Telside. Alors, est-ce que vous nous attendez, Madame Lucette Telside, qui est psychologue du travail et conseillère en bilan de compétences et qui est encore avec nous aujourd'hui pour parler du sujet, toujours via la vidéoconférence. Maintenant, de toute façon, c'est pratique maintenant pour pouvoir travailler. Ça fait partie des choses dont on parlait hier. Alors bien, nous allons commencer avec vous, Monsieur Jacobi Coali. Vous allez nous parler du contexte économique actuel et de l'idée que beaucoup d'entre nous va devoir repenser à son projet professionnel. Donc qu'en est-il, s'il vous plaît? Écoutez, nous sommes une structure, même si nous avons depuis le confinement, on est confiné aussi, et tous les collaborateurs travaillent pratiquement à temps plein pour tout le monde, le temps de se réorganiser. Pourquoi? Parce que nous, comme je disais tout à l'heure, on est là, on accompagne des personnes, donc il y en avait qui étaient en cours
qu'on accompagnait déjà. Et donc il s'agit véritablement de continuer et de se mettre encore plus à la disposition des personnes. Si chacun pouvait, aussi bien salarié ou autre, pouvait faire un bilan de compétences à n'importe quel moment de sa vie, parce que c'est ça la définition de base. Aujourd'hui, c'est hyper important de pouvoir se préparer à demain, se préparer sur un projet, savoir qu'est-ce qu'on va faire, et se préparer pour que au mois de mai, on puisse faire face aux situations qui ne manqueront pas d'arriver. Et les situations, elles ne sont pas véritablement favorables. A-t-on vraiment le temps aujourd'hui de se dire, tiens, il y a un nouveau métier qui apparaît, bon, par exemple, la fabrication de masques, c'est sûrement un nouveau métier, c'est une activité qui va apparaître. Une activité, elle se fait dans un contexte. La personne qui se dit demain, bon, il faut que je fasse des outils pour qu'on se protège, il faut qu'elle prépare un projet. Il faudra qu'elle monte peut-être une entreprise. Et en cela, un bilan de compétences, c'est une des prestations qui aide à se préparer au mieux pour cet avenir-là. D'accord, alors Madame Telside, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle un projet professionnel, donc le fameux PP, et pourquoi il faut l'intégrer, pourquoi c'est nécessaire de faire un bilan de compétences, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Expliquez-nous. Bonjour à tous. Alors, le projet professionnel, c'est un objectif à atteindre pour lequel la personne va mettre en place une stratégie en s'appuyant sur des ressources ou des moyens suivant une organisation dans le temps. Donc, le projet professionnel va s'appuyer sur ce que la personne souhaite faire, les raisons pour lesquelles elle souhaite le faire et sa démarche. Donc, comment est-ce qu'elle va s'y prendre ? C'est quelque chose de dynamique qui s'inscrit dans le temps, dans un environnement et qui peut donc évoluer. Un projet professionnel, ça peut être une évolution professionnelle, une mobilité géographique, une création, une reprise d'entreprise ou une reconversion par exemple. Et construire un projet professionnel, ça nécessite de se questionner tant au niveau personnel que professionnel, sur ses attentes, sur ses compétences, sur son expérience et sur ses objectifs professionnels. C'est pourquoi on peut éprouver le besoin de faire un bilan de compétences. Alors, Madame Duravel, est-ce que vous pouvez nous donner la définition du bilan de compétences? Qu'est-ce que c'est? Quel est le contenu? Qu'est-ce concrètement? Alors, le bilan de compétences est un dispositif de formation régi par le Code du travail qui en définit les modalités techniques d'organisation et les conditions dans lesquelles elles doivent s'inscrire et ce qui garantit la confidentialité des résultats. Le bilan de compétences a pour objet d'analyser les compétences professionnelles, personnelles, les aptitudes, les connaissances, les motivations et ainsi définir le projet professionnel, le cas échéant. Ça peut être un projet de formation, ça peut être un projet de création d'entreprise, ça peut être aussi un projet de création d'une deuxième activité. Le bilan de compétences donc est une prestation d'accompagnement qui permet au candidat de définir son objectif et justement la fameuse stratégie qu'il va pouvoir mettre en place. Comment ça se passe concrètement? Le bilan de compétences, ce sont des entretiens individuels et des entretiens individuels en face à face ainsi que des temps de travail personnels qui vont être réalisés sur site, qui va permettre à cette personne de réfléchir. Ces pauses vont permettre de réfléchir. 3 grandes phases. Une première phase préliminaire où avec le conseiller bilan de compétences, la personne, le salarié va prendre le temps de définir la fameuse stratégie qui lui est tout à fait personnelle. Dans cette phase-là, on va définir le plan qu'on va mettre en place, le tempo en termes de temps. On va vérifier l'autonomie de cette personne. Est-ce que je suis à l'aise avec les outils numériques, les outils informatiques? Est-ce que je suis à l'aise avec le téléphone? Et cette période-là, justement, est déterminante pour ça. Quand on va passer à la deuxième phase est la phase d'investigation. Donc, on a toute une palette d'outils qu'on met en place avec cette personne, des outils psychométriques, des questionnaires, des tests. En fonction il ne faut pas oublier l'objectif. Donc, en fonction de tout ça, cette deuxième phase va nous permettre d'avoir un résultat. Et c'est ce résultat qui sera un point d'ancrage pour le plan d'action que nous allons mettre en place dans notre troisième phase, qui sera la phase de conclusion. D'accord. Alors, Monsieur Jacobi Kouali,
quel est le contexte légal de ce fameux bilan de compétences et quelle est son origine surtout? Légalement, le Code du travail définit le bilan de compétences depuis 1991. Je ne vais pas dire les références précises, mais c'est le Code du travail qui le définit. D'accord. C'est complètement légal. Il y avait différents modes de financement. C'est quelque chose qui appartient à la personne, qui se termine souvent par ce qu'on appelle un plan d'action. Et quand je reprendrai les mots de Patricia Duravel, on entend plan, on entend stratégie. Et c'est important de savoir qu'un bilan de compétences, ça appartient à la personne qui fait le bilan. Elle n'appartient à personne d'autre. Toute personne qui peut y accéder, à part le conseiller qui s'engage à être confidentiel sur le bilan de la personne, sur tous les entretiens, sur toute sa démarche, le centre même qui vous reçoit s'engage aussi à une confidentialité. Personne n'est obligé de savoir que vous faites un bilan de compétences. Donc tout cela amène au plan d'action. La personne qui a fait le bilan est là au bout du compte ce qu'on peut appeler un plan d'action. Et ce plan d'action-là, c'est vous qui savez, c'est comme quand vous faites une maison, n'importe quoi. Excusez-moi de vouloir être imagé, mais j'essaie de faire comprendre. Quand vous avez un plan, eh bien, il vous appartient. Je vais faire ma maison comme ça, voilà, je suis content de voir. Le plan d'action, il vous appartient. Donc légalement, tout cela est bien défini de manière à ce que chacun puisse faire son bilan dans les meilleures conditions et au moment où il est prêt, ben, il y va ou il n'y va pas. Voilà, c'est l'objet et donc c'est défini véritablement par le Code du travail et chacun s'engage quand il fait un bilan, aussi bien le conseiller que la personne s'engage. D'accord, alors moi je pense qu'on peut commencer à ouvrir la ligne si des gens veulent poser des questions. Nous on va continuer à expliquer un petit peu, donc n'hésitez pas à appeler au 96 10 10 si vous avez des interrogations sur ce fameux bilan. Et vous, Madame Duravel, vous allez pouvoir nous expliquer quelle est la différence, enfin quels sont les différents publics qui sont concernés, qui peut demander ce fameux bilan professionnel. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur ce fameux contexte légal, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai que nos publics sont divers. Nos publics sont divers en termes de population. Donc, ça peut aussi bien être un salarié, qu'on pourrait avoir un demandeur d'emploi, qu'on pourrait avoir un jeune, qu'on pourrait avoir une personne qui est ce fameux salarié qui prépare sa retraite. Donc, on est dans des publics divers, mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour accompagner et donc individualiser, personnaliser notre bilan de compétences. Il s'agit bien de prendre en compte la personne dans toute sa dimension pour lui permettre justement de décliner son fameux plan d'action et sa fameuse stratégie finale. D'accord, franchement c'est intéressant comme tout ça. Où est-ce qu'on peut réaliser un bilan de compétences en Guadeloupe? Dans les centres de bilan de compétences. Jusqu'à il y a peu de temps, il y avait plusieurs centres, il y en avait 5-6 qui étaient agréés, dont le CIBC Guadeloupe que nous représentons. Et je le redis, ça a été toujours notre seule activité depuis la création du centre en 1991. C'est toujours sécurisation des parcours sur la base bilan de compétences, même si nous avons plein d'autres activités, mais qui concourent toujours à cet objet professionnel de projet professionnel. En fait, il y avait des centres agréés jusqu'à il y a peu de temps. Oui. Mais chacun sait, et ça sera sûrement l'objet d'un grand plateau, qu'il y a la nouvelle réforme de la formation professionnelle. Réforme qui a tout, entre guillemets, chamboulé. Et maintenant, il ne s'agit plus d'être un centre agréé. Pratiquement tous les centres de formation pourront le faire. Par contre, il faudra qu'il soit labellisé en ce sens. Il y aura quand même une labellisation différente. Désormais, les centres de formation, les organismes de formation seront tous labellisés, mais il y a différents critères qui devront être respectés, notamment pour faire des bilans de compétences. D'accord. En tout état de cause, pour ce qui nous concerne, nous sommes complètement dans la démarche, comme d'autres. Et quand il s'agit pour une personne d'aller, c'est elle qui choisit en fonction des prix qu'on lui proposera, de la manière de travailler pour ce centre de formation. En tout cas, nous, c'est notre métier. Aujourd'hui, de par cette réforme-là,
globalement, après, je dirais, de terribles négociations, le bilan de compétences, il peut être financé sur ce qu'on appelle le CPF, qui est la manière de financer aujourd'hui dans la réforme. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant un certain temps, le fait de l'orientation, de l'accompagnement des personnes avait pris beaucoup moins d'importance. Alors, juste, je vous coupe pour une petite parenthèse. Donc, le CPF, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est le compte personnel de formation. Alors, allez-y, puisque les gens ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Voilà, j'aurais dû dire compte personnel de formation et même préciser, c'est la manière pour chacun désormais de pouvoir financer eux-mêmes leur formation. C'est un compte qui vous appartient et si vous avez 500 ou 800 euros par an, c'est crédité automatiquement et à partir d'un certain moment, vous avez une certaine somme et c'est vous qui commandez votre formation, dont un bilan de compétences par exemple. Et donc, désormais, par le CPF, on peut le faire, c'est le chemin direct et ça dépend aussi des publics. N'importe quel public peut le faire sur son CPF parce que c'est crédité au fur et à mesure de la... Alors moi j'ai une question par exemple qui me vient, si je suis un téléspectateur et que j'entends ça, je me demande qui crédite les 500 et les 800 euros sur le compte alors du coup? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est sur les employés, c'est les salariés? Voilà, parce que comme tout à l'heure on demandait à qui en bénéficie, par exemple les chômeurs, les personnes qui sont demandeuses d'emploi, comment ça se passe pour elles par rapport à ce fameux compte? Alors, ce compte-là, une fois que vous commencez à travailler, vous l'ouvrez automatiquement et il est crédité au fur et à mesure. C'est un compte qui vous suit tout au long de la vie. Bien. Nous n'allons pas, je le dirais, le détailler de manière précise. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment un des éléments fondamentaux de cette réforme-là. Je crois que pour la réforme, pour en parler, il faudrait largement une émission de 2 heures. D'accord. Alors, on va prendre un appel. Gardez tout ce que vous voulez nous dire. Bonjour. On a perdu l'appel? Ok, d'accord. Alors n'hésitez pas à rappeler 96 10 10 afin que nous puissions vous répondre. Donc vous étiez en train de dire, on parlait de qui crédite le fameux appel et comment ça se passe au niveau de l'évolution du cadre légal de la formation, notamment du financement, par rapport à tout ce qui est certification? Pour la certification, c'est une démarche à mettre en œuvre, qui est tous les centres devaient être certifiés d'ici la fin de cette année, puis ça a été repoussé avec les événements là. Il y a plein de textes qui sont sortis, donc on sera certifié par ailleurs. J'ai envie quand même de compléter sur la partie CPF, sur la partie financement, où effectivement il y a, pour ce qui concerne nos territoires, pour ce qui concerne le CIBC, des financeurs autres qui aident désormais, notamment nous, à travers le Fonds social européen et à travers sous l'autorité, quelque part, l'aide de la région d'une part, de la DIECT d'autre part. On a quand même pas mal de financements qui permettront aux personnes qui ne sont pas salariées, pour celles-là, de pouvoir réaliser un bilan de compétences. D'accord. Alors, avec la situation actuelle, comment faisons-nous? Est-ce qu'il y a des nouveaux modes de communication pour pouvoir préparer ce fameux bilan? Concrètement, comment ça se passe? Mme Duravel le dira certainement parce qu'elle l'a pratiqué, mais vous savez, du jour où, je crois que c'était le mardi matin, on nous a dit il faudra que vous arrêtiez mardi midi. Nous avons appelé toutes les personnes que nous avions en cours, celles qui devaient nous appeler aussi, et on leur a dit désormais on travaille on fait les entretiens téléphoniques pour continuer. Je crois que Mme Duravel le fait. C'est ça. Concrètement, nous avons pris le relais en télétravail avec le téléphone. Nous avions déjà un certain nombre d'outils qui nous permettent de travailler à distance, donc d'envoyer les questionnaires, des tests psychométriques et tout ça. Donc nous avons continué notre activité sous cette forme-là. Voilà, ça permet pendant le confinement aux personnes qui sont déjà en portefeuille de continuer à réfléchir sur leur projet professionnel et celles qui sont entrants d'avoir les informations, que ce soit sur le bilan de compétences ou d'autres services dans le cadre du CEP. Mais nous continuons à travailler avec les outils du numérique. D'accord, donc qui peut en bénéficier? Tout à l'heure, on a dit tout le monde. Monsieur Jacob Bukoali.
Tout le monde. Tout le monde peut en bénéficier, tout le monde y a droit, tout le monde y a intérêt d'ailleurs. Même un chef d'entreprise, hein, s'il a envie de changer de main, il a sûrement ses capacités de chef d'entreprise parce qu'il les a vécues. Mais c'est le moment, quand on reprend les mots qui sont dits dès le début, c'est la capacité personnelle de la personne à faire, c'est ses compétences, faire le point sur ses compétences. Vous savez, souvent, le bilan, il sert... pour l'avoir fait il y a quelques années, on se rend compte quand on fait un bilan de la masse de choses qu'on a déjà faites dans sa vie et qu'on connaît. Pour ça, il faut se poser un petit moment et réfléchir. Pas obligatoirement en avoir besoin tout de suite. Et c'est véritablement un outil important pour ça. Et donc qu'on soit salarié, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit jeune, c'est un moment où il faut effectivement vouloir aller de l'avant et se poser. On se donne les moyens. Il faut aller se renseigner, se donner les moyens et pour trouver le financement qui va. D'accord, alors très bien. Madame Telside, hier, vous nous avez parlé du CEP, donc c'est le conseil en évolution professionnelle. Aujourd'hui, on parle du BC, donc du bilan de compétences. Quelle est la différence? Puisque je suppose qu'il ne faut pas se tromper entre les deux de toute façon. Oui, en effet. Donc, il s'agit de dispositifs qui peuvent avoir des ressemblances. Ils sont surtout complémentaires. Le conseil en évolution professionnelle, d'abord, c'est un service qui est gratuit, dont l'objectif est d'encourager l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels des actifs. Donc, le conseiller en évolution va aider à la formalisation et à la mise en œuvre des projets d'évolution en lien avec les besoins économiques et sociaux existants du territoire. Il mobilise peu de temps, de 2 à 8 heures, et répond aux personnes qui souhaitent s'informer, mais aussi à celles qui ont déjà une certaine dynamique dans leur projet professionnel. Le bilan de compétences, lui, est un dispositif de formation par lequel on acquiert des compétences à s'orienter et que le bénéficiaire pourra réinvestir tout au long de sa carrière. Il va mobiliser plus de temps et il va permettre de réfléchir plus en profondeur à son projet professionnel. Il s'adresse à toute personne souhaitant être accompagnée dans sa réflexion, qui a peut-être par exemple plusieurs projets ou besoin de faire le point. Et il mobilise également un niveau d'expertise supérieur au conseil en évolution professionnelle. En effet, à l'issue d'un conseil en évolution professionnelle, le bénéficiaire peut solliciter une prestation complémentaire qui soit un bilan de compétences. D'accord, bon ben merci pour ces quelques explications. Alors, comment demander donc le bilan de compétences, Madame Duravel? Comment ça se passe? Le numéro de téléphone pour vous contacter? Le CIBC est à votre disposition du lundi au vendredi au 05 90 82 72 73. Mes collègues prennent les appels de 8h à 13h. D'accord, alors pour l'instant, donc là ce sera la semaine prochaine puisque là nous sommes le week-end. Ce sera la semaine prochaine, tout à fait. C'est vrai que moi ça change pour moi qui suis en général là le lundi. Donc là n'hésitez pas, comme on disait tout à l'heure, si vous avez des questions sur ce fameux bilan de compétences professionnelles 96 10 10 par rapport à la situation actuelle. Alors je sais que vous avez déjà répondu, mais c'est vrai que comme on disait hier, on ne sait pas comment ça va se passer le 12 mai, j'ai envie de dire le jour d'après, un petit peu comme ce qu'on voit indiqué un peu partout, puisque les entreprises, ça va être très compliqué pour qu'elles puissent tenir. Donc, est-ce que par rapport à cette situation, vous conseillez quand même aux gens de vraiment faire ces deux actions, donc celle dont vous avez parlé hier et puis celle d'aujourd'hui pour le bilan de compétences, afin de commencer déjà à réfléchir, donc soit s'ils sont salariés et qui veulent commencer à déposer un projet, ouvrir une entreprise, on ne sait pas, mais avec la difficulté actuelle, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour les inciter à commencer à réfléchir sur l'après, comment ça va se passer, comment ils peuvent créer des choses, parce qu'il y a la peur aussi, les gens vont avoir peur de se lancer, de recréer des entreprises. Donc qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais Patricia, je pense que cette période-là, justement, est une période déterminante pour pouvoir se poser.
on est face à soi-même, on est dans la résilience, dans le comment je dois faire après. Et quand on se pose, donc on répond, on a besoin de répondre à un certain nombre de questionnements. Et c'est là où le bilan de compétences va être intéressant, parce que d'habitude, le salarié, pour la majorité de nos publics, le fait en étant en poste, hors temps de travail, vous voyez, et ça induit des problématiques où on n'est pas toujours disponible. Là, c'est l'occasion de se dire, voilà, je me pose, je répertorie mes compétences, je reviens sur est-ce que je me connais? Qu'est-ce que je ne voudrais plus dans mon prochain poste? Qu'est-ce que je voudrais retrouver? Aussi, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment à partir de ce moment-là, à partir de la pause qu'on fait, bien sûr, aidé du conseiller de bilan de compétences, mettre en place une construction. C'est une co-construction. Il ne faut pas oublier que le gouvernement met en place un certain nombre de dispositifs, un certain nombre d'accompagnements, mais il y a déjà des choses qui existent, il y a d'autres choses qui existeront. Un salarié n'a pas toujours toutes les informations. Par contre, le conseiller bilan de compétences, lui, il les détient. Donc, c'est co-construire ensemble et se dire, moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui va pouvoir me guider, qui va pouvoir m'accompagner et qui va pouvoir peut-être mettre en lumière des choses que je n'avais pas vues. Je vais donner un exemple concret du bilan de compétences. Un exemple concret, c'est un salarié qui a profité de cette période pour me faire un petit coucou parce qu'il a été en bilan de compétences avec moi il y a 1 an et demi. Il est passé d'employé polyvalent au sein d'une station-service à maroquinier. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça un bilan de compétences. C'est qu'on est parti de quelle idée, qu'est-ce que je peux faire? Ah tiens, la maroquinerie m'intéresse, mais quel centre de formation pourrait concrètement me recevoir? Comment je peux financer sans me mettre en danger, sans mettre ma famille en danger? Et là, quand on arrive à ce résultat-là du maroquinier, j'en profite pour lui faire un petit coucou, qui dit, voilà, Mme Duravel, je suis arrivée au bout, j'ai fait ma formation, je suis détenteur aujourd'hui d'un CAP en maroquinerie et je vais pouvoir ouvrir mon entreprise. Je pense que là, on a besoin du petit plus du CEP, qui dit, écoutez, quels sont les organismes qui pourraient m'accompagner dans la création de mon entreprise concrètement? Et quels sont les dispositifs qui pourraient me permettre de continuer encore à monter en compétences. Donc, on est vraiment sur des axes de travail qui vont être complètement différents en fonction de nos différents publics. J'ai déjà des douleurs au dos, je prends un autre exemple, et je pensais que je ne pourrais pas rester en entreprise parce que mon entreprise est en difficulté, etc. C'est peut-être l'occasion de mettre en lien tout ça, mes douleurs au dos, mon besoin de changement, et de se dire, tiens, je vais me former et je vais me lancer vers mon nouveau projet professionnel. Donc, vraiment, cette période-là doit être prise en main pour se prendre en main. Alors, il y a quelqu'un qui nous fait remarquer, là, sur les réseaux sociaux, qu'il y a 23%, et là, on parle des taux connus, on ne sait pas encore ce qui arrive à l'avenir, mais il y a déjà 23% de taux de chômage en Guadeloupe, par exemple. Donc, dans ce cas-là, comment ça se passe? Puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est financé. Bon, en général, les gens ont un compte, mais pour les gens qui sont au chômage, comme je demandais, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chômeurs. Alors, les personnes qui sont les demandeurs d'emploi peuvent être financées par Pôle emploi. D'accord. Peuvent être aussi financés par les fonds sociaux européens pour pouvoir faire un bilan de compétences. Oui, on a vu qu'ils font partie de vos partenaires. Donc, ils ont tout simplement à faire la démarche d'aller au Pôle emploi et de demander à leurs conseillers de les inscrire pour qu'ils puissent passer le fameux bilan? Tout à fait, Sabine. Tout à fait. Ils voient leurs conseillers quand il s'agit de Pôle emploi. Quand il s'agit des jeunes, ce seraient les conseillers référents de mission locale. Quand il s'agirait d'une personne souffrant, porteuse de handicap, ce serait Cap emploi, donc toujours avec le conseiller référent. Et puis les salariés, on a du CPF. Nous pouvons avoir aussi des l'OPCO, en complément du CPF. Donc, il y a quand même pour chaque personne une réponse concrète qui peut se faire sur le plan financier. D'accord. Alors, pour répondre aussi au sujet de la DIL, je vous rassure tout de suite, on en parle souvent. Il faudrait peut-être regarder l'émission plus souvent et depuis plus longtemps peut-être. Mais avec plaisir, une fois que la crise sera passée,
très très important, puisque c'est ce qu'on fait justement, d'aider les gens à ouvrir des entreprises et à aider au mieux les professionnels. Donc ce sera avec un plus que grand plaisir que nous allons les recevoir. Ne vous inquiétez pas, mais chaque chose en son temps. Et là, pour le moment, c'est le temps de voir comment on sort de cette crise et surtout de voir ce qu'on fait après pour pouvoir essayer de se relancer, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on marche un peu sur des œufs. Il y a eu, comme je disais en début, enfin avant qu'on commence le plateau, il y a eu les nouvelles lois qui ont été votées à l'Assemblée dans la nuit, donc les nouvelles lois par rapport au budget pour pouvoir élargir les personnes qui vont bénéficier du chômage partiel, puisqu'il y a beaucoup de métiers qui n'ont pas pu accéder et pourtant ils ne peuvent pas aller travailler parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Il y a aussi le fonds de solidarité. Alors le fonds de solidarité, c'est très bien de l'avoir augmenté puisqu'il a été doublé, mais pour l'instant, nous, on essaye de suivre le dossier au plus près avec les chambres consulaires qui ont l'habitude de venir le lundi avec nous ou bien le jeudi pour répondre aux questions des différents entrepreneurs. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore touché cet argent qui a été promis par l'État. Donc c'est important que les gens commencent à regarder ce qu'ils peuvent faire pour le jour d'après, comme je disais tout à l'heure, parce que l'air de rien, ça va vraiment être très difficile. La crise sanitaire, elle est vraiment très compliquée et elle sera vraiment, vraiment doublée d'une crise économique. Les gens se plaignent de 2009, mais 2009, ça n'a rien à voir avec ce qui nous attend. Comme on dit, enfin comme je dis, c'était du pipi de chat à côté. Donc est-ce que vous voulez rajouter encore d'autres choses par rapport à ce bilan de compétences ou peut-être redonner des points, repréciser par rapport à ce dont vous parliez hier pour que les gens comprennent bien la différence Quand j'écoute les conseillères parler de leur expérience, il suffit des fois de prendre un mot qui est important. Elle parlait de plan tout à l'heure, donc oui. Quand je dis plan d'action, il y a quelque chose d'autre d'extrêmement important, c'est la logique de co-construction. Jusqu'à aujourd'hui, un bilan de compétences, c'était une co-construction entre la personne, le bénéficiaire salarié ou autre, ou demandeur d'emploi, et son conseiller. Le conseiller n'écrit pas pour lui, attention. Le bilan, c'est lui, c'est son bilan, c'est lui qui doit le réaliser. Donc on n'écrit pas pour vous, il ne faut pas penser que vous irez, on va vous écrire un bilan et vous partirez avec. Non, le bilan, il est en co-construction. Cette logique de co-construction-là, elle est transportée désormais dans cette réforme qui arrive. Mais plus concrètement, ce qui est important pour cette période qui arrive là, c'est si vous commencez déjà à réfléchir à comment vous pouvez faire, à ce que vous pourrez faire même dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça permettra certainement à certains de pouvoir se mettre en force de proposition vis-à-vis de celui qui jusqu'à aujourd'hui est leur employeur et avec qui ils travaillent. Mais s'ils commencent à réfléchir, à porter des idées, faire un bilan de compétences et se dire ah oui mais je savais faire ça il y a 5 ans, on aura peut-être besoin de ça et se mettre dans une position où on peut échanger. Parce que de toute façon, désormais, se former, ça sera de la co-construction. Oui. Ça sera de la co-construction pour les employés, aussi bien les salariés que les employeurs, ça sera ça. Pour les personnes qui sont en situation de handicap ou au chômage, il faudra toujours qu'ils fassent, on parle de réseau, la co-construction en réseau, mais aujourd'hui, la première co-construction qu'il y aura, ça sera avec le chef d'entreprise. Et en cela, si on voit déjà un conseiller avant pour commencer à préparer cette période-là, ça sera vraiment une bonne chose. D'accord. Vous voulez rajouter peut-être aussi quelque chose ? Je veux rejoindre M. Jacobi sur la notion de co-construction. Il ne faut pas oublier que dans la notion de plan d'action aussi, on y rajoute des scénarios. Donc on va avoir un plan A, un plan B, un plan C, etc. On va en vérifier aussi la viabilité, parce qu'il ne s'agit pas de construire quelque chose qui ne pourrait pas être réalisable. Vérifier avec notre réalité terrain, vérifier avec notre environnement socio-économique. Et c'est à partir de tout ça qu'on pourra dire « Ok, je me lance à ce moment-là ». D'accord. Alors, Madame Telside, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tout ce qui est bilan de compétences là que vous auriez voulu faire passer comme information ?
Eh bien, je pense que ma collègue Patricia Duravel s'est bien exprimée sur le sujet et donc il n'y a pas d'informations complémentaires à ajouter. Je la rejoins sur l'importance de la co-construction, l'inscription du projet dans la réalité économique et voilà, il n'y a pas d'autres choses à ajouter, il me semble. D'accord, bon ben merci en tout cas. Est-ce qu'on peut revenir peut-être du coup sur le sujet dont nous avons parlé hier? Parce qu'il y a des personnes qui nous ont quand même posé quelques questions, donc je m'adresse à vous, monsieur Jacobi Coali. Hier on a parlé, comme je disais tout à l'heure, du CEP, mais il y a des gens qui n'ont pas bien compris comment il faut faire pour intégrer cette demande, surtout en cette période, puisque les entreprises sont fermées. Donc comment ça se passe en ce moment? Justement, on est venu le dire, on a un numéro de téléphone où il nous appelle. 05 06 07. 05 06 07 avec 05 90 devant. Oui. Et justement, la démarche, elle est simple. C'est nous appeler et dans un premier temps, il y a un premier échange avec un chargé d'accueil qui comprend déjà à peu près la problématique de la personne et l'oriente de la meilleure manière possible. Ça peut être sur elle peut dire à la personne, mais c'est pas nous qui vous intéressez, le conseil d'évolution professionnelle, vous êtes déjà prêt pour faire par exemple un bilan de compétences ou partir sur une formation, mais autrement aussi, on oriente cette personne-là vers un premier entretien avec un conseiller de conseil en évolution professionnelle. Donc il suffit de nous appeler. Pour le moment, bien évidemment, on ne fait pas de présentiel, on ne reçoit pas sur place. Oui. De toute façon, il suffit de nous appeler. Bon, on a aussi le site internet, moncep.org/Guadeloupe, mais bon, avec le numéro de téléphone, il y a quelqu'un qui nous répond à partir de 8h30 du matin et qui vous expliquera, qui vous entendra déjà, parce que vous venez avec une question, et qui vous proposera la meilleure solution tout de suite. D'accord. Donc, et autre numéro pour le bilan de compétences particulièrement, c'est le 82 92 93 pour ce qu'on a dit. 82 72 73. Ah, 72 73. 73. Bon, bah, c'est le numéro à rectifier. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. 05 90 82 72 73. Il y aura du monde pour pouvoir répondre et dans ce cas-là, on pourra déjà avoir un premier contact avec un conseiller, toujours pareil, avec une première inscription, ce qui est un premier filtrage qui se fait par rapport à la chargée d'appel. D'accord, en tout cas, je vous remercie pour cette intervention aujourd'hui. Alors nous, du coup, on va vous laisser, mais avant de partir, on va vous faire un rappel. Donc n'oubliez pas ce dont on vous parlait tout à l'heure. Nous avons nos jeunes étudiants qui sont en ce moment même isolés, qui ne peuvent pas payer leur loyer, puisque les différents ministères leur ont demandé de rester dans l'Hexagone en leur proposant moult de promesses, comme nous avons tellement l'habitude de le voir. Et malheureusement, ils ne pourront pas avoir d'allègement de loyer pour le mois d'avril. Donc, n'ayant pas anticipé cette situation, ils ont fait des courses pour le confinement et aujourd'hui, ils ne peuvent pas manger. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous. N'hésitez pas pour les gens qui veulent soutenir les jeunes. Alors, vous pouvez aller aussi vous rapprocher des associations antillaises ou bien des associations ultramarines qui sont dans l'Hexagone, puisque le ministère est pour compenser, en train de mettre en place des prises un petit peu de contact avec ces différentes associations pour que les dons alimentaires puissent être répartis. Mais sinon, inscrivez-vous sur la plateforme du gouvernement, puisque pour l'instant, c'est le seul outil que nous avons. Donc, c'est outremersolidaire.gouv.fr. Donc merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi sur notre plateau, entre proms cette fois, et nous parlerons de la loi des finances rectificatives, du nouveau projet de crise qui a été voté cette nuit, donc comme je disais tout à l'heure, dans la nuit du vendredi 17 donc au samedi 18 à l'Assemblée, et qui concerne le fonds de solidarité pour les petites entreprises et pour les personnes au chômage partiel qui ont bénéficié ou pas de ce dispositif et qui a été élargi de manière à ce que plus de métiers soient pris en compte. Donc, un mois après, où en est-on ?
Comment ça s'est passé? Comment la situation a été gérée? Est-ce que les entreprises ont bien été aidées? Est-ce que toutes les aides promises ont bien été mises en place et ont bien été perçues, puisque le mois d'avril arrive et forcément si les entreprises ne peuvent pas bénéficier du remboursement des salaires qu'elles ont fait pour le mois de mars, elles auront beaucoup de difficultés à payer leurs salariés du mois d'avril. C'est d'ailleurs pour ça que là on essaie déjà de voir comment on peut essayer de se sortir de cette situation assez déjà inédite et assez catastrophique aussi, que ce soit au niveau sanitaire et au niveau économique. Donc en attendant, restez chez vous, inscrivez-vous sur la page Facebook Localité, parce que c'est très important, nous vous avons déjà parlé plusieurs fois de cette page, ce sont des jeunes Guadeloupéens qui ont eu l'idée de créer une page Facebook afin de mettre en contact déjà les agriculteurs et les consommateurs. N'hésitez pas à aller sur cette page Facebook, inscrivez-vous, vous pouvez vous faire livrer, vous pouvez poser des questions, ils vont vous répondre, vous pourrez avoir accès directement aux différents fournisseurs. Vous pouvez maintenant, on a vu qu'il y a même des poissonneries, il y a des ventes de tout ce qui est fruits de mer, crustacés, coquillages et tout ce qu'il faut. Allez-y. N'oubliez pas les plus démunis. Donc nous remercions les gens. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui œuvrent doublement, j'ai envie de dire, depuis le début de cette pandémie, puisqu'ils le faisaient déjà avant. Donc on en entend parler seulement maintenant, mais ils le faisaient déjà avant. Nous avons déjà eu l'occasion de faire des mises en relation entre les gens qui donnent des dons et les gens qui les distribuent. Donc remerciements à tous ces gens qui aident les plus démunis. Et remerciements aux gens aussi qui aident pour la distribution des repas, et que ce soit des personnes qui sont sans domicile fixe et qui sont dans la rue, ou bien que ce soit les personnes les plus fragiles. On remercie nos agriculteurs, on sait que c'est très difficile pour eux. Ils ont mis en place des distributions de paniers, comme vous le savez, via la région et via nos autres chambres insulaires. Donc pour les personnes âgées de plus de 80 ans, donc ça c'est automatique, elles sont livrées toutes les semaines chez elles. Et elles ont mis en place aussi des paniers, donc on a entendu parler, il y aura des distributions par exemple de melons, si c'est pour prendre l'exemple, des melons qui ne peuvent plus partir en ce moment dans l'Hexagone. Donc courage à nos taximans, ambulanciers, maisons funéraires, kinés, infirmiers, médecins libéraux qui ont finalement reçu leur masque et qui vont commencer à pouvoir être plus sereins dans leur travail avec leurs nouveaux outils de combattants, puisque c'est ça maintenant qu'ils vont devoir utiliser. Et surtout, très important, ne perdez pas de vue l'importance du respect du confinement. On sait qu'on pense que c'est pas nécessaire. On a vu beaucoup de vidéos. Moi, la première, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller faire beaucoup de choses. Si je peux aller faire du camping en cachette, c'est tentant d'y aller. Mais c'est vrai qu'il faut penser, malheureusement, que nous, peut-être que l'on peut attraper quelque chose et être bien, mais on peut, en rentrant à la maison, le passer à l'enfant qui va aller le passer à la grand-mère, et ça va être un autre problème qu'il va falloir que l'on gère. Donc pensez à bien respecter le confinement et les gestes barrières. Si vous sortez faire des courses, alors moi je ne me lasserai jamais de le dire, évitez les centres commerciaux. Je sais qu'on n'aime pas trop le dire, mais moi je n'ai aucun problème avec ça. Favorisez les pages Facebook par exemple comme Localité, qui vous met directement en contact avec les agriculteurs, et comme ça de toute façon il y a moins de personnes qui sont en contact avec la nourriture, surtout si vous pouvez être livré chez vous, vous n'avez plus qu'à désinfecter vos courses. Donc merci au personnel soignant et merci à toutes les personnes qui sont sur le terrain. Bon courage à toutes les personnes qui sont en ce moment en traitement. Et félicitations à tous pour cette mobilisation exceptionnelle. Je sais que d'habitude, je n'ai pas l'occasion de le dire, donc je voulais profiter de cette émission, puisque le lundi, nous sommes très chargés, le lundi aussi, parce que nous devons répondre à toutes vos questions. Et il y en a beaucoup, on est tout le temps obligé de les sélectionner. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ? Il y aurait beaucoup de mots, demander à chacun de se confiner. De rester. Nous avons quelque part une chance dans notre île. Comme je l'ai dit 2-3 fois, nous sommes entourés d'eau. Donc les seuls risques qu'il y a pour que le virus rentre, c'est les personnes qui rentrent aujourd'hui. Donc il s'agira de faire avec. Autrement, si ça doit s'étendre, ça dépend de nous. Ça dépend de nous aussi de le contenir. Voilà. Après, on continuera notre vie, notre réseau téléphonique et Internet a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et donc recommençons notre vie de demain. Un petit mot aussi ?
Demander à chacun de prendre soin de lui, hein, demander à chacun de réfléchir sur l'après, mais il ne faut pas que ce soit une source d'anxiété. Il faut que ce soit une source de renouveau. Les appels que nous avons, nous, conseillers bilan de compétences, sont aussi là pour rassurer. Hein, c'est prendre un temps, certaines fois, même si c'est dans le cadre d'un bilan, mais d'échanger sur comment est la personne à ce moment-là. Et j'avoue que c'est aussi garder un lien, puisqu'il y a des personnes isolées dans cette situation-là, mais qui sont encore plus isolées. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous. Bon ben, merci Madame Telside. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Que dire de plus que ce qu'a si bien dit Madame Duravel? Prenez soin de vous et profitez pour faire émerger quelque chose de positif de cette situation. Bon ben, au revoir, parce qu'on vous fait un grand au revoir. Et merci d'être venu et merci de nous avoir suivis pour cette émission. À lundi, et là, on refermera la parenthèse de ces 2 jours où on a parlé de l'après pour essayer d'avoir une clairvoyance. Là, on revient dans les difficultés que subissent les entreprises actuellement lundi avec un nouveau plateau afin de parler et de traiter au mieux ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end. À lundi. Au revoir.